Prochaine vidéo sur les matrices, voyons maintenant le calcul de déterminants à l'aide de l'algorithme du pivot partiel de Gauss. Alors, une première remarque, on parle d'algorithme au sens premier de sa définition, c'est-à-dire non pas dans le sens où on va programmer dans un ordinateur, même si on pourrait le faire, mais au sens de la définition première d'algorithme, c'est-à-dire une suite d'instructions que l'on doit suivre scrupuleusement et dans le bon ordre pour obtenir le résultat escompté. Et puis, deuxième remarque, on peut trouver algorithme du pivot, algorithme de Gauss, algorithme du pivot partiel de Gauss. Tout ça fait référence à la même méthode, au même algorithme, ou à peu de choses près la même chose. Alors bien évidemment, on ne va considérer ici que des matrices carrées, puisqu'on sait que la notion de déterminant n'a de sens que si on parle de matrices carrées. Alors voyons maintenant notre algorithme. Notre point de départ, ça va être une matrice A, quelconque alors, carrée, mais en tout cas quelconque. Et notre point d'arrivée, notre objectif, c'est d'obtenir une matrice grand T qui sera triangulaire. Et nous, dans ce qu'on va faire ici, on va vouloir une matrice triangulaire supérieure. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Eh bien, on va utiliser deux opérations élémentaires. La première opération élémentaire qu'on va s'autoriser consiste à permuter deux lignes. Cette opération élémentaire va nous permettre de positionner le pivot. Et la deuxième opération élémentaire qu'on va s'autoriser, c'est de remplacer une ligne par la même ligne, plus un certain nombre de fois une autre ligne. Ça servira à faire apparaître des zéros sous le pivot. Quelle est l'idée de l'algorithme du pivot de Gauss? Eh bien, les pivots, ce sera ce qu'on aura sur notre matrice, sur notre diagonale de notre matrice triangulaire. Et l'idée, c'est qu'on va parcourir notre matrice, notre diagonale, de gauche jusqu'à droite, en prenant à chaque fois le coefficient qui est sur la diagonale, donc le pivot, et en l'utilisant pour faire apparaître des zéros dessous. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, pour chacune des lignes en dessous, chacun des coefficients en dessous, on va remplacer la ligne par la ligne, plus le bon nombre de fois la ligne dans laquelle j'ai le pivot. Et donc, au niveau des coefficients, je vais faire le coefficient moins le bon nombre de fois le pivot pour avoir 0. Et par contre, je ferai ça sur toute la ligne, ces calculs-là sur toute la ligne. Attention, ça ce n'est faisable que si j'ai des coefficients non nuls sur la diagonale. Je ne peux pas avoir un pivot qui est égal à 0. Vous voyez bien qu'un nombre non nul, je ne peux pas faire apparaître en 0 en lui ajoutant 0 fois quelque chose. Si jamais sur ma diagonale je tombe sur un coefficient qui est nul, eh bien je vais échanger la ligne avec la suivante pour avoir un coefficient diagonal non nul. Si jamais il est encore nul, eh bien on va descendre petit à petit dans les lignes. Alors, à quoi va nous servir cet algorithme du pivot partiel de Gauss? Eh bien nous, on va l'utiliser afin de calculer le déterminant de la matrice A. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le déterminant de la matrice T qu'on obtient à la fin, comme T c'est une matrice triangulaire, on sait que c'est le produit des éléments de sa diagonale. Et donc le déterminant de T est très facile à calculer. Maintenant, il faut pouvoir relier le déterminant de T avec le déterminant de A. Et il se trouve que lorsque on échange deux lignes, eh bien on sait qu'on va faire moins le déterminant change de signe si vous préférez. Et lorsqu'à une ligne, je rajoute la ligne plus, enfin, lorsqu'à une ligne, je rajoute un certain nombre de fois une autre ligne, et bien dans ce cas-là, je ne modifie pas le déterminant. Et donc, le lien entre le déterminant de A et le déterminant de T, c'est tout simplement déterminant de A, c'est moins 1 puissance le nombre de permutations de lignes qu'on a fait lors de l'application de l'algorithme du pivot partiel de Gauss, fois le déterminant de T. Alors, dans la pratique,
quand on va utiliser cette méthode-là, on va directement travailler sur le déterminant. Ce sera beaucoup plus simple. Ça permettra de ne pas être obligé, au fur et à mesure, de retenir, tiens, j'ai fait une permutation de ligne, donc il faut que je garde que j'en ai une de plus, etc. On va le faire tout simplement. Une deuxième remarque, si on doit faire l'algorithme du pivot partiel de Gauss de façon stricte, eh bien, on ne fait des échanges de lignes que lorsqu'on a un coefficient nul sur la diagonale, lorsqu'on a un pivot, entre guillemets, nul. Pas tout à fait un pivot, parce qu'un pivot peut pas être nul, ne peut pas être nul, mais lorsque j'ai un coefficient de la diagonale qui est égal à 0. Nous, là, on va faire les calculs à la main. À la main, forcément, ça va être un petit peu plus compliqué de travailler, par exemple, avec des fractions. On sait que, en général, on n'aime pas beaucoup travailler avec les fractions. Donc, on va s'autoriser exceptionnellement, parce qu'on va faire les calculs à la main, à échanger éventuellement deux lignes pour obtenir un pivot plus simple. Qu'est-ce qu'un pivot plus simple? Le plus simple, c'est le 1 et c'est le moins 1. Donc, si je peux simplifier mes calculs en faisant simplement un échange de lignes, à ce moment-là, on s'autorisera à le faire, mais uniquement parce qu'on fait les calculs à la main. Si on applique strictement l'algorithme du pivot de partiel de Gauss, ce n'est pas le cas. Alors voyons un exemple. Je veux calculer le déterminant de ma matrice A qui est ici. Donc, déterminant de A, c'est quoi? C'est donc le déterminant de la matrice 1, 1, moins 1, 1, 2, 0 et 2, 0, 2. J'applique mon algorithme du pivot partiel de Gauss. Je prends mon premier pivot, c'est-à-dire mon premier coefficient diagonal. Et je vais utiliser ce coefficient pour faire apparaître des zéros en dessous, c'est-à-dire dans le reste de la première colonne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais déjà recopier ma première ligne, puisque cette première ligne, je ne vais plus y toucher jusqu'à la fin. Maintenant que ça c'est fait, vous voyez qu'on veut faire apparaître un 0 à la place du 1 qu'on a en deuxième ligne. Et pour ça, j'ai le droit simplement de remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne, plus un certain nombre de fois bien choisi, une autre ligne, mais là je vais choisir bien évidemment mon pivot, c'est tout l'intérêt. Donc je vais remplacer ma deuxième ligne par la deuxième ligne, plus un certain nombre de fois la première ligne. Et on a dit, le but, quand je fais ça, dans la première colonne, c'est d'obtenir un 0 en deuxième ligne. Donc 1 plus combien de fois 1 qui me donne 0? Bien, moins une fois 1. Donc, je vais remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne, moins une fois la première ligne. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 moins 1 qui donne 0. À côté, je vais avoir 2 moins 1 qui donne 1. Et encore à côté, je vais avoir 0 moins moins 1, ce qui me fait 1. Et je raisonne de la même façon pour la troisième ligne. Je dois remplacer la troisième ligne par la troisième ligne, plus un certain nombre de fois la première ligne, pour qu'à la place du 2 que j'ai ici, j'ai un 0. Qu'est-ce qu'il me faut? Eh bien, vous voyez que j'ai 2 moins 2 fois 1, qui me donne 0. Donc, je vais remplacer la troisième ligne par la troisième ligne, moins 2 fois la première ligne. Le but, c'est toujours d'utiliser mon pivot pour éliminer les nombres qui sont en dessous. Donc, quand je fais ça, je vais avoir 2 moins 2 qui fait 0. À côté, je vais avoir 0 moins 2, ça me fait moins 2. Et puis, en dernier, 2 moins 2 fois moins 1, donc 2 plus 2 qui fait 4. J'ai fait la première étape. Je passe maintenant au prochain coefficient diagonal, c'est-à-dire mon nouveau pivot. On voit que ce pivot est non nul, donc on peut continuer. Désormais, je ne touche plus ni à la première ligne, ni à la deuxième. Et la troisième ligne, eh bien, je vais la remplacer par la troisième ligne, plus un certain nombre de fois la deuxième,
pour utiliser mon pivot, que j'ai entouré ici en jaune à nouveau. Et l'objectif, c'est que en dessous de ce coefficient-là, je dois avoir un 0. J'ai pas un 0, j'ai un moins 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que moins 2 fois 1, moins 2 plus 2 fois 1, pardon, ça nous donne 0. Donc je vais remplacer la troisième ligne par la troisième ligne plus 2 fois la deuxième. Je vais donc avoir en première colonne 0 plus 0, ça fait 0. En deuxième, je vais avoir moins 2 plus 2, ça fait 0. Et en troisième, je vais avoir 4 plus 2 qui fait 6. Et là, vous voyez qu'on a bien obtenu une matrice qui est triangulaire supérieure. Cette matrice-là, je sais calculer son déterminant, c'est très simple. Donc j'ai 1 fois 1 fois 6, c'est-à-dire 6. Et là, tout le long, mes déterminants sont bien égaux. Donc, le déterminant de A est égal à 6. Alors, une remarque, si on avait voulu, je sais pas moi, dès le début, alors là, c'est pas vraiment le cas, mais échanger deux lignes. Admettons, je reprends mon déterminant, et puis je décide d'échanger, je sais pas moi, la première ligne et la deuxième. Ici, je redis, c'est pas la peine, le pivot 1, il va très bien. Mais si je veux échanger la première ligne avec la deuxième ligne, je vais noter comme ça. Et attention, lorsque je fais un échange de lignes, je change le signe du déterminant. Donc, pour que ce que j'écrive soit correct, je dois mettre un moins, puis j'échange mes deux lignes. Et puis ensuite, je peux continuer, prendre le pivot 1 ici, l'utiliser pour enlever ce qu'il y a en dessous, etc., etc. Je vous laisse continuer. Et on fait bien attention, on a le moins, on ne l'oublie pas. Et puis si à un moment donné on rééchange de ligne, on remettra un autre moins, et donc moins fait plus, etc., etc. En procédant de cette façon-là, c'est-à-dire en mettant toujours des égalités entre les déterminants, et en prenant en compte tout de suite, lorsque je fais des échanges de lignes, vous ne devriez pas faire d'erreur, ne pas oublier de moins, etc. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça fonctionne, cette méthode? Eh bien, tout simplement parce que si on prend une matrice A carré d'ordre n, lorsque je veux échanger deux lignes de la matrice A, en fait, ça revient à calculer un produit matriciel, le produit E fois A, où E, c'est la matrice qui va avoir des 1 sur la diagonale, sauf en A, LL et en A, KK, d'accord, donc qui correspondent au numéro de ligne que je veux échanger. Donc ces deux coefficients, ils sont égaux à 0, le reste de la diagonale, j'ai des 1. Et on va avoir en dehors de ces diagonales des 0 partout, sauf en AKL et en ALK, pour lesquels je vais mettre des 1. Et on peut vérifier que le déterminant de E va être égal à moins 1, c'est-à-dire le déterminant de E fois A, et bien comme le déterminant du produit, c'est le produit des déterminants, on a donc déterminant de E fois A qui est égal à moins déterminant de A. Et donc, on retrouve ce qu'on a fait dans l'application de la méthode du pivot de Gauss juste avant. Donc, quand j'échange, en fait, c'est juste que j'ai multiplié par une matrice qui a un déterminant qui est égal à moins 1, et on sait que le déterminant du produit, c'est le produit des déterminants. Et puis, lorsque je décide de rajouter à la ligne K lambda fois la ligne L, à nouveau, ça revient en fait à calculer un produit E fois A, où E, c'est la matrice qui, elle, n'a que des 1 sur la diagonale et que des 0 en dehors de la diagonale, sauf le coefficient AKL, donc qui est en ligne K colonne L, qui lui est égal à lambda. Cette matrice E, comme elle est finalement triangulaire, on sait que son déterminant, c'est le produit des éléments de la diagonale, c'est-à-dire ici, c'est 1.
Donc le déterminant de E vaut 1, ce qui veut dire que le déterminant de E fois A, qui est donc égal au déterminant de E fois le déterminant de A, eh bien c'est égal à 1 fois déterminant de A, c'est-à-dire déterminant de A. Donc on voit que, eh bien oui, lorsqu'à une ligne je rajoute un certain nombre de fois une autre ligne, ça ne modifie pas le déterminant, et donc je peux bien écrire ce qu'on a dit précédemment. Alors, 2 remarques pour terminer. La première, on peut également travailler sur les colonnes. Par contre, dans ce cas-là, on fait attention, on ne travaille que sur les colonnes. Il ne faut pas mélanger le travail sur les lignes et les colonnes, surtout que vous allez risquer de refaire apparaître des coefficients que vous en avez enlevés, vous n'allez pas savoir où vous allez arriver. Quand on travaille sur les colonnes, ça marche sensiblement de la même façon, puisque de toute façon, on a déjà dit que les propriétés qui s'appliquent sur les lignes s'appliquent aussi sur les colonnes. D'accord? Donc ça va vraiment marcher de la même façon. Et puis, deuxième remarque, on peut éventuellement multiplier une ligne par un réel non nul. Éventuellement, pour simplifier les calculs à la main. Alors, attention, j'ai bien dit, on a le droit de remplacer la ligne I par la ligne I plus un certain nombre de fois la ligne J. Si on veut remplacer la ligne I par 3 fois la ligne I moins 2 fois la ligne J, attention, c'est plus bon. Là, on est dans le cas que je suis en train d'évoquer en disant qu'on peut éventuellement multiplier une ligne par un réel. C'est faisable. Simplement, on sait que si jamais on multiplie une ligne par un réel, dans ce cas-là, le déterminant est également multiplié par le réel. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas autorisé cette opération élémentaire-là? Parce que je sais, par expérience, que dans ce cas-là, eh bien, vous allez commettre des erreurs. Puisque la grande question et le gros problème, c'est est-ce que je multiplie par lambda ou par 1 sur lambda? Où passe mon lambda? Ça, c'est une erreur classique. Donc pour éviter cette erreur, eh bien, je préfère vous dire qu'on ne s'autorise pas cette opération élémentaire. Donc une ligne, je peux la remplacer par la ligne plus un certain nombre de fois une autre, et c'est tout. Nous voilà à la fin de cet algorithme du pivot partiel de Gauss. Remarquez pour terminer qu'on a quelque chose de très similaire pour la résolution des systèmes d'équations linéaires, où on a aussi la méthode du pivot qui existe, et on retrouvera quasiment le même algorithme, en tout cas un petit peu plus poussé, le même début, pour calculer l'inverse d'une matrice. Je vous laisse regarder les vidéos concernées.